Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Bonjour Mario. Improbable phénomène, ou peut-être probable, c'est moi qui le vois pas, mais un homme est assassiné en pleine rue. C'est le PDG de la plus grande compagnie d'assurance en santé aux États-Unis, United Healthcare. Et le type en question, l'assassin, est applaudi, traité sur les réseaux sociaux comme un certain Robin des Bois. Oui, ou Jesse James, il y a plusieurs parallèles qui ont été faits, celui qui détrousse les plus riches pour redonner aux plus pauvres. Je pense que l'incident, alors il faut d'abord préciser que tout le monde n'a pas applaudi le meurtre de sang-froid de Brian Thompson, qui était le patron de United Healthcare la semaine dernière, tôt le matin, alors qu'il sortait de son hôtel et se dirigeait tranquillement vers l'Assemblée des actionnaires. Mais c'est quelque chose qu'on a vu, qu'on a pu lire, des milliers de personnes qui disent on n'a absolument pas de compassion parce que les compagnies d'assurance santé n'en ont pas non plus pour les gens qu'elles assurent. Et c'est peut-être annonciateur de quelque chose, c'est pour ça que je voulais en parler ce matin. Il y a peut-être 2 semaines, je t'ai raconté le livre que j'ai lu récemment, ou je t'ai amené peut-être à t'intéresser au livre que j'ai lu récemment, Le chaos qui vient de Peter Turchin, et qui décrit en particulier ce qui se passe aux États-Unis. C'est souvent le laboratoire en Occident de tendances qui vont être vues et vécues ailleurs ensuite. Puis il disait, les ferments de la violence dans une société reposent sur un certain nombre de facteurs qui sont constants dans l'histoire. La surproduction d'élite, la création de richesses aux dépens de la majorité. Alors, on coche ça aux États-Unis 2 fois. Troisièmement, une défiance à l'endroit des institutions. Et les grands acteurs de l'assurance aux États-Unis sont évidemment placés au rang des institutions, même si ce ne sont pas des officines du gouvernement. La santé est pour beaucoup privée aux États-Unis. C'est une situation calamiteuse pour beaucoup d'Américains. Il y a un Américain sur 10, plus ou moins, qui n'est pas assuré. Il y en a 23-24% qui sont mal assurés. Et on sait systématiquement que chaque année, plus ou moins, un Américain sur 4, assuré ou pas, va reporter des soins ou des médicaments parce qu'il n'y en a juste pas les moyens. Et quand on est assuré, pour avoir longtemps vécu aux États-Unis, même si j'étais pour la plupart du temps couvert par l'assurance maladie au Québec parce que j'étais résident du Québec, il se trouve que j'ai beaucoup d'amis américains, même quand tu es assuré, si tu as un dur coup qui t'arrive, la compagnie d'assurance va pas nécessairement être honorable en tout. D'abord, elle peut questionner certaines de tes dépenses, elle peut questionner certains des traitements, t'expliquer que ta pathologie est pas compatible avec l'assurance que tu as, et surtout, au terme de ton contrat, à la fin de l'année, te dire, là, on t'assure plus. Alors, si tu as un cancer, puis t'es pogné pour être traité pendant 2, 3, 4 ou 5 ans, c'est extraordinairement difficile parce que tu payais pendant des années des primes d'assurance très, très, très élevées, et le jour où tu veux encaisser, où tu veux que ton risque soit amorti par ta police d'assurance, il l'est pendant ta première année de traitement, puis il est très possible qu'on te dise, au bout d'1 an, ou de 6 mois, selon ce qui reste à ta police, je suis désolé, ou ça va se multiplier par 3, 4, 5, 6. Dans tous les cas de figure, ça coûte une fortune. Il y a beaucoup d'Américains qui se retrouvent sur le derrière, sur la paille, parce que, justement, ils n'avaient pas les moyens d'être malades. Tout ça, je ne le dis évidemment pas parce que ça justifie d'abattre quelqu'un. Ça explique peut-être la déferlante des commentaires dans un monde où, justement, on en est venu à penser que la vengeance est justifiée parce que il y a plus de pacte de cohabitation civile entre les citoyens. C'est très inquiétant. Et je reviens donc aux éléments qui font qu'une société peut se déliter, devenir violente et devenir même beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Alors, on dira aux États-Unis, ça a toujours été une société violente. Oui, mais il y a des limites. Et à partir du moment où tu as effectivement une partie de la population qui applaudit le meurtre de quelqu'un... On se comprend que c'est pas une majorité, mais je veux dire, c'est un courant assez fort pour qu'il soit visible sur les réseaux sociaux. Puis je voyais même, je sais pas si cette manchette, tu l'as vu passer, mais que le McDonald's, dont un employé a alerté la police pour arrêter ce gars-là,
Ben oui, aujourd'hui, la cible... Oui, a eu une flopée de mauvais commentaires. Puis, tu sais, sur Google, tu peux coter une entreprise, on lui donnait des 1 étoile, tu sais, pour montrer que c'est un mauvais commerce, un mauvais restaurant, pour avoir fait la délation d'un assassin, là, d'un tueur, tu sais. Luigi Mangione, donc jeune homme de très bonne famille du Maryland, de Baltimore, une famille d'immigrants, 4e génération, de gens qui ont fort bien réussi, lui-même qui avait jusque-là un parcours quasi exemplaire, c'est-à-dire qu'il avait été à l'université, d'abord un prep school prestigieux, l'université de Pennsylvanie, qui est une très bonne université, son bac, maîtrise là-bas aussi, et qui disparaît. Depuis l'été, là, ça allait plus du tout, là. Exactement, qui a eu apparemment des problèmes de santé. D'ailleurs, toute son histoire est une forme de manifeste parce qu'il va laisser inscrit des mots-clés sur les douilles qu'on retrouvera sur la scène du crime. C'est lui-même qui s'est fait son pistolet avec une imprimante 3D. On va le poursuivre sur les caméras de surveillance qui sont un peu partout à New York, mais ailleurs, et il va laisser derrière lui son sac à dos qu'on avait identifié d'ailleurs comme un élément déterminant de son profil. Donc, il devait présumer qu'il serait vu, laisse le sac à dos dans lequel on retrouvera de l'argent de Monopoly, peut-être une référence métaphorique à l'argent qu'il faut pour payer ses compagnies d'assurance. Et quand on le retrouve, apparemment, c'est ce qu'on a comme information au McDonald's, il a sur lui un manifeste où il dénonce justement les pratiques de ces grandes compagnies. Mais je reviens à mon propos, c'est ce que ça annonce donc pour les Américains et puis peut-être pour beaucoup de sociétés où le contrat social est rompu. Les gens ne croient plus à rien et sont prêts aux extrêmes. Et si toi, tu n'es pas prêt à appuyer sur la gâchette, sur la détente, il y aura des gens pour dire « il l'a bien mérité ». Alors, les pratiques des compagnies d'assurance, les pratiques, disons-le, prédatrices des compagnies d'assurance et une société, on verra ce que Donald Trump va faire avec ça, mais où il est toléré que les gens puissent vivre sans assurance, ben un jour, ça engendre de la colère. Je suis dans un pays, en France, où la colère est toujours extraordinairement présente. Et quand on me parle de violence politique, je dis les États-Unis, oui, mais attention, il faut voir ce qui va se passer, ce qui peut se passer en France. Et j'ai le sentiment qu'on est beaucoup là. Au bord, on danse au bord du précipice, sinon au bord du volcan. Et il y a de vrais risques que ça débarque. Puis pour moi, c'est un symptôme clair de ça. Stéphane, la colère, il y en a eu en Argentine. C'est un pays qui a été miné par essentiellement 2 choses, là, l'inflation et la corruption, l'un étant parfois relié à l'autre. Ils avaient été obligés dans le passé de mettre des règles complètement capotées, parce que comme ton argent en Argentine perd sa valeur avec une inflation folle, on interdisait aux gens de sortir l'argent du pays, mais là, c'est encore pire, t'as plus d'investissement. Est-ce qu'un étranger va investir dans un pays où ton argent est gelé, tu pourras plus le ressortir? C'était une catastrophe. Et là, arrive Javier Milei, politicien très à droite, économiste, qui promet des remèdes de cheval. On en est où 1 an après? 1 an, effectivement. Après son arrivée au pouvoir, il y avait plusieurs prophètes qui prédisaient que sa médecine de cheval serait une catastrophe, qu'il serait probablement 1 an plus tard au pire dans les sondages. Or, il y a plus de 50%, je dirais à peu près 50%, mais c'est 50 plus 1, disons, des Argentins qui l'appuient toujours. Il n'y a pas de mouvement populaire dans la rue. C'est un pays où les gens sortent pour manifester. Il n'y en a pas vraiment. Après qu'il ait eu commencé à appliquer cette médecine, comme tu le disais, de cheval, des remèdes extraordinairement difficiles qui font d'ailleurs qu'aujourd'hui, à peu près 52-53% de la population est considérée comme pauvre en Argentine. Imagine là, si on disait au Québec, la moitié et davantage des gens qui t'écoutent, qui sont à côté de nous, nos voisins, sont pauvres ou sous le seuil de la pauvreté. Alors, c'est pas le fait de Milei. Ce taux de pauvreté était plus ou moins à 48-49% il y a 1 an. Il a monté. Les pires d'entre tous sont les gens qui reçoivent une pension, les retraités de l'État ou de grandes entreprises. C'est un peu ce qui est d'ailleurs arrivé en Grèce. Avec 100% d'inflation, mettons, dans une année, ça a été le cas, je pense, en 2022 ou et 2023. Plus que ça. 300, 400% d'inflation. Mais je veux dire, tout le monde devient pauvre là, parce que ton dollar, tu veux dire, ton
ta monnaie vaut plus rien. Même si t'en avais un peu d'accumulé dans ton compte de banque, là, mettons, ça a perdu, ça vaut le tiers de ce que ça valait, ça vaut le quart de ce que ça valait. Ça vaut même pas ça. Ça vaut même pas ça. Et même si t'en avais beaucoup, t'es pauvre. Partons de l'essentiel. Ce pays, les habitants de l'Argentine se sont fait voler pendant 40 ans. Ils ont été spoliés. Quand c'était pas le peso argentin, c'était les dollars américains qu'on économisait de peine et de misère et qu'on allait cacher à la banque, qui ont été saisis par l'État. On a interdit aux gens de retirer leurs dépôts en dollars américains. Tu avais des contrôles qui faisaient que tu ne peux pas en sortir plus que 100 par mois parce que le gouvernement voulait évidemment éviter cette sortie massive d'argent. On a volé les Argentins. C'est le fait du péronisme, c'est le fait du populisme et de tous les gouvernements ou à peu près qui se sont succédés à la tête du pays. Revenons donc à notre ami Milei qui a été élu avec une promesse essentielle. On va réduire l'inflation et on va remettre les finances publiques en ordre et faire en sorte que ce pays soit un petit peu plus ordonné. Je te parlais de ceux qui annonçaient sa faillite il y a un an. Il n'est pas en faillite. Alors, l'inflation, les gens ont payé le prix et ils continueront à le payer. Mais l'inflation est à plus ou moins 2,7% par mois. C'était 25 le problème de la dette commence à se résoudre parce qu'on est prêt à nouveau à concéder des prêts à l'Argentine et surtout à des taux qui sont normaux. Ça compte aussi quand tu veux voir la suite. Mais le prix, c'est qu'il a congédié des dizaines de milliers d'employés de l'État. Il a aboli des programmes, des ministères, oublie le ministre de la Culture en Argentine, il n'y en a plus. C'est de l'anarcho-capitalisme que promettait Javier Milei. Il est au rendez-vous avec sa tronçonneuse. C'est une dégelée pour ceux qui sont habitués, je dirais, sont habitués à la méthode traditionnelle de réduction des dépenses de l'État. Il a dit, on n'a plus le choix, il faut y aller, mais dans le vif, dans le muscle, à l'os s'il le faut. Mais, ça commence apparemment à donner quelques timides résultats, avec des dommages collatéraux sans nul doute, mais il y en a toujours eu. Ouais. La suite sera intéressante. Il n'est pas l'homme conspué qu'on annonçait. On disait, il va se retrouver 1 an plus tard, 6 mois plus tard, avec un électorat qui va vouloir s'en débarrasser. Ce n'est pas le cas. C'est certainement intéressant. Et quand on pense aux États-Unis, à ce qui est annoncé pour réduire justement le fardeau de l'État, pour réduire les dépenses, je ne sais pas si c'est surprenant, mais il se trouve que M. Milei est invité à Mar-a-Lago. À ce jour, il n'y a pas eu de communication sur les réseaux de M. Trump où il le tourne en ridicule. Il l'a pas traité de gouverneur de l'État d'Argentine. Donc, peut-être qu'il se laissera inspirer par ce qui s'est passé là-bas. Mais c'est du costaud. Mais un cas comme l'Argentine requérait une médecine de cheval. Là, pour moi, c'est évident. Hey, on n'a plus de temps, mais je veux 30 secondes sur... On n'a toujours pas de premier ministre là, dans le pays où tu te trouves présentement. Là. M. Macron avait laissé entendre que ça se ferait très rapidement. Moi, sincèrement, je pensais que dans la journée de lundi, là, Notre-Dame de Paris en fin de semaine, on se repose dimanche. Puis mais là, est-ce qu'il y en a un aujourd'hui? Il n'y en a pas. Hier, il a réuni tous les partis, sauf l'extrême gauche et l'extrême droite, en disant qu'il y en aura un dans 48 heures. Je ne me fie pas nécessairement à sa parole, mais c'est clair qu'il va falloir que quelque chose arrive. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit vouloir respecter l'arc républicain, c'est-à-dire ce qui est le fondement même de la Ve République, mais il exclut, quand il convoque les partis politiques, les deux partis qui représentent plus ou moins 50% des électeurs, l'extrême gauche et l'extrême droite. À suivre. Peut-être qu'un matin, tu vas nous arriver avec cette nouvelle. On a un premier ministre. Merci. Pas de fumée blanche aujourd'hui. Pas de fumée blanche. Merci, Stéphane. Salut.